à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en cette fin de matinée pour parler de littérature jeunesse et plus particulièrement d'illustration. Et en plus, je suis très bien entourée. On profite aujourd'hui d'un gros anniversaire, d'un double anniversaire pour se retrouver tous, puisqu'on fête les 20 ans de deux grandes maisons de littérature jeunesse en France. Ce sont les 20 ans d'Actes Sud Junior et les 20 ans de Rue du Monde. Alors c'est pour ça qu'autour de moi, il y a Éric Veillé, qui donc est illustrateur et qui a notamment publié chez Actes Sud Junior. À côté de lui, il y a Pef. Alors, Pef, j'ai l'impression que vous le connaissez tous, au moins pour son Prince de mots tordus. Donc il est avec nous et c'est aussi une des grandes images de Rue du Monde. À côté de lui, je vous présente Juliette Valéry, qui est aussi une des auteurs d'Actes Sud Junior. Et alors elle, parmi nous, elle est auteure, elle n'est pas illustratrice et elle nous apportera son regard sur les dessins qui accompagnent ses textes. Et j'oubliais, elle est aussi rédactrice en chef d'un magazine pour Milan où elle choisit les histoires et les textes, donc elle pourra nous parler de tout ça. À côté d'elle, je vous présente Alain Serre, qui est donc le fondateur de Rue du Monde, il y a 20 ans, donc en 1996. Et en fait, pour le présenter, j'ai juste envie d'utiliser la jolie phrase de sa maison qui est « Les enfants... Oh là là !» C'est les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres. Je pense que ça résume bien Alain Serre et ce qu'il a voulu passer avec sa maison. Et à côté de lui, un illustrateur aussi qui est vraiment à ses côtés depuis très longtemps et qui fait partie de l'identité de Rue du Monde. Donc je vous présente Zahu. Et peut-être que vous connaissez La cuisine grande comme le monde. Je me trompe pas du titre, je le dis bien, ça va. Voilà, qui est un livre qui reflète aussi son amour du voyage. Ça peut être ça. Voilà. Je voulais aussi, tant que j'y pense, vous dire que si vous voulez retrouver tous les illustrateurs qu'on va citer, les images et les livres dont on va parler, il y a une très belle exposition qui est encore toute la semaine à la médiathèque de Brive sur les 20 ans de Rue du Monde. Voilà, donc surtout essayez de pas oublier. Et maintenant, je vais vous faire parler, vous, chacun. Et on va peut-être commencer par une question très générale. Puisqu'on fête 20 ans, j'aimerais bien que ces personnes qui ont une expérience de longues années nous disent un petit peu, selon eux, qu'est-ce qui a pu le plus changer, le plus évoluer en ces 20 ans, et notamment comment le grand public appréhende l'illustration. Est-ce que ça a changé ? Peut-être, Alain, vous pouvez commencer ? Merci, bonjour. Depuis 20 ans, je crois que le livre jeunesse a grandi. Il a grandi, il n'a pas vieilli. C'est sa chance au livre jeunesse. Il a grandi et il y a de plus en plus, je dirais, d'aficionados du livre jeunesse. Du côté des enfants, des enseignants, mais aussi du côté des parents, du grand public. On s'offre du livre pour enfants, même entre adultes. Et tout ça, ce sont de bonnes nouvelles pour le livre jeunesse. Bon, entre-temps, puisqu'on essaie de faire le point 20 ans après, il s'est passé quand même quelque chose d'autre, c'est qu'il y a beaucoup de livres jeunesse aujourd'hui. Puisque quand nous avons commencé, il y avait 4000 nouveaux titres par an. Maintenant, il y en a pratiquement 12 000. Donc voilà, pour les petites maisons comme la nôtre, il faut réussir à être fort dans notre image, dans ce que nous voulons faire pour exister dans cette foultitude de livres. Mais je précise que c'est quand même une petite maison qui a près de plus de 400 titres à son catalogue. Voilà, en 20 ans, je dirais, on a fait effectivement 420 titres. Pour nous, on est très fiers. Mais c'est parfois ce que font les grandes maisons en une seule année. Il faut relativiser. Mais nous sommes fiers d'avoir, comme nous avons commencé avec quasiment rien, juste le chiche que nous avons lancé 1 millier de souscripteurs pour démarrer. 20 ans après, être arrivé à construire ce chemin de livres comme une rue de papier, j'en dirais, une rue du monde. Effectivement, nous sommes contents et merci à tous ceux qui, là où ils sont, professionnels de l'enfance, parents, nous ont fait confiance sur tout ce chemin, parce que sans eux, sans les libraires qui portent à bout de bras les livres, les bibliothécaires qui jouent un rôle déterminant pour fabriquer des petits lecteurs, on n'aurait sûrement pas publié les livres que nous avons réussi à publier. Et alors après ce panorama un peu général, pour revenir à l'illustration, peut-être Pef, est-ce que vous avez l'impression, vous travaillez tous les deux depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez l'impression que la place de l'illustration a changé, a évolué, les attentes sont différentes ? Comment vous sentez ça ? Non, l'illustration, elle s'est libérée.
Avant, il y avait un formatage, je pense, vers les années 60. Et il se trouve que dans les années 70, les anglo-saxons nous ont apporté une vraie libération. Je pense notamment à Quentin Blake, à Forman, et jamais j'aurais pu. Moi, je suis issu du Père Castor. Quand j'étais petit, de Babar et du Père Castor, jamais j'aurais voulu dessiner pour les enfants parce que je trouvais ça absolument ravissant, sucré, mais trop de livres sucrés, ça fait des caries dans les yeux. D'accord. Et on a apporté une sorte d'impertinence quand je suis arrivé avec mes enfants mal habillés, mal peignés, dans Moi, ma grand-mère, ce prince de Motorduc est avec un vieux rideau, des jeans, des chaussures de sport et un château sur la tête. C'était la liberté qui arrivait, la liberté dans les couleurs, dans les thèmes. Et ce que Alain a pu apporter avec ses livres, c'est d'ouvrir le champ d'enfance. Ouvrir le champ d'enfance. Il n'y a pas de sujet tabou. Je viens de sortir chez Gallimard un livre de poèmes merveilleux, merveilleux, dans le genre « La dernière mouche de l'été s'est réfugiée dans mon nez. Quand je ne pourrai plus la sentir, je me moucherai. » Vous avez noté, n'est-ce pas, la magnificence de ce pays. Et en même temps, j'ai sorti celui-là, pardon. Voilà, justement, on peut parler d'impertinence. Papa, pourquoi tu as voté Hitler ? Il n'y a pas deux enfants, il y a des enfants dans le monde et qui sont là avec toutes les magnificences du monde et toutes ces horreurs. Quand il y a un tsunami ou un tremblement de terre, on ne va pas voir s'il y a des enfants dans l'assistance. Les enfants, ils subissent ce monde. Et là, ce qu'a fait Alain, c'est ouvrir. Et ça, je suis content, même si ça fait des courants d'air. Je continue un petit peu sur le même thème avec Éric Veillé, qui est notamment l'illustrateur de Lionel, et puis de nombreux albums comme Le Bureau des Papas Perdus, que je vous conseille, qui est vraiment très drôle. Voilà, et il se trouve qu'Éric Veillé a aussi été directeur artistique dans une maison de littérature jeunesse. Donc il a cette vision aussi pour expliquer le rapport entre l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur. Voilà, je voulais voir, toi, est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ça a évolué ? Est-ce que la place est très différente ? Comment ça a évolué depuis ? Avec les 20 ans. Non, moi ce que je réalise, c'est qu'on a une chance incroyable en France, parce qu'il y a une richesse extraordinaire au niveau de l'illustration, au niveau du texte, et au niveau de la manière dont les auteurs osent et essayent de faire éclater les frontières et d'essayer d'aller plus loin au niveau du graphisme, au niveau de l'illustration, et s'autoriser des choses qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays. Et c'est une richesse assez incroyable quand on va un peu sur les foires à l'étranger. On se rend compte qu'il y a vraiment énormément de jeunes qui essayent et des maisons d'édition qui osent justement aller plus loin que les choses un peu formatées, parfois au risque d'être dans quelque chose qui est très pictural. Et on pourrait se dire que les enfants peuvent être un peu perdus, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très important d'aller plus loin. Et les enfants ont besoin de ça aussi, au niveau de l'art, d'aller dans quelque chose qu'on n'attend pas forcément. Donc, toute cette diversité d'illustrateurs et d'illustrations, c'est aussi pour les enfants une première découverte de l'art et de rentrer dans l'art. Et Juliette Valéry, justement, dans votre expérience de rédactrice en chef, pour illustrer des textes que vous avez choisis, est-ce que vous veillez à cette diversité ? Comment vous faites votre choix parmi tout ce qu'on vous propose ? Alors oui, je veille à cette diversité et c'est l'occasion aussi de dire que la presse jeunesse est un laboratoire formidable justement pour expérimenter des lignes graphiques parce qu'on a des enjeux plus légers, on est sur des publications mensuelles, on peut se permettre des prises de risques importantes. Et la presse jeunesse, justement, est aussi une spécificité quand même assez française. Et d'avoir une richesse pareille en presse jeunesse, c'est un atout qui nous permet de nourrir aussi l'édition jeunesse en général.
Après, par ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Eric, on en parlait il y a quelques instants, en revenant de la foire du livre de Bologne, qui est la foire du livre international du livre jeunesse. La chance qu'on a aussi en France éclate vraiment quand on met les pieds à Bologne. Vous avez la production mondiale jeunesse et vous avez l'impression que vous allez rentrer dans le lieu qui va vous donner toute la mesure de la diversité possible de la littérature jeunesse et vous tombez au contraire sur quelque chose d'incroyablement standardisé avec une uniformisation des lignes graphiques qui est totalement déprimante. Et vous arrivez, vous vous dites, mais en France, à l'échelle d'un si petit pays, on a, nous tous seuls, une diversité qui est incroyable et une capacité d'innover, d'aller chercher loin et d'oser des choses qu'on ne retrouve pas avec cette uniformisation à l'échelle mondiale. Et c'est seulement quand on prend le temps de creuser, vraiment d'aller farfouiller sur les stands des pays d'Asie, tout ça, qu'on commence à voir émerger des choses différentes. Mais la première des choses, c'est de rester ici en France un laboratoire fou pour innover constamment par rapport à un poids de l'uniformisation qui pèse sur la littérature jeunesse à l'échelle mondiale. Et on a de la chance d'avoir là autour de nous des gens qui justement sont pas du tout dans l'uniformisation. Et donc vous avez vu, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, je vais vous faire parler. Et alors j'ai lu dans ce que j'ai lu pour préparer cette rencontre que vous vous méfiez des dessins jolis, que vous vouliez pas faire un dessin joli. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être Alain, passez-lui votre micro. Voilà. Pas mieux là. Oui, moi j'ai un dessin que je dessine pour les adultes ou pour les enfants. Ça change pas grand-chose pour moi. Est-ce que vous nous entendez bien ? Vous m'entendez là ? Ouais, tu vois. Oui. C'est difficile. J'aime le dessin. Pour moi, c'est une façon de dire les choses, mais j'ai pas d'écriture pour les enfants spécialement. J'ai toujours dessiné comme ça, relativement réaliste, sans plus une évocation qu'une description, mais le plus simple possible. Voilà. Non, je sais pas. Et alors vous avez beaucoup travaillé justement avec Alain Serre, ça peut permettre de parler un peu concrètement de ces échanges qui peuvent se faire entre le texte et l'illustration. De quelle façon est-ce que tout bêtement vous lui envoyez le texte et hop vous dessinez, est-ce que vous lui racontez, après il dessine ? Comment ça se passe les échanges entre vous deux ? Non, c'est très particulier avec Alain. C'est pour ça que je veux que vous en parliez. J'ai déjà travaillé avec pas mal de maisons d'édition, mais avec Alain c'est très différent parce que la chose n'est pas... Le texte n'est pas fini quand moi je dessine. Il y a plus une interaction que dans les autres maisons. Hein. Parce que comme il est auteur et éditeur pour moi, on travaille d'une autre façon. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus il me lance le scénario, on va dire, hein, les choses, et puis moi je dessine, et après ça se modifie. Et là, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette maison, c'est qu'Alain m'a poussé à faire des techniques que je n'utilisais pas aussi. Donc j'utilise des techniques selon les bouquins qui ne sont pas les mêmes forcément. Donc la cuisine, c'était du pastel gras, celui-là c'est de l'angle de Chine, et, des fois c'est de l'acrylique, des fois j'aime bien changer par rapport à chaque thème. Voilà. Et vous, Alain Serre, est-ce que l'illustration, elle a quel rôle ensuite ? Est-ce qu'elle doit interroger l'enfant ? Est-ce qu'elle doit être littérale avec le texte ? Comment vous appréhendez cela ? L'illustration ne doit pas bégayer le texte. Elle ne doit pas répéter le texte. À quoi bon ? L'illustration, elle offre quelque part la première lecture du texte qui est celle d'un illustrateur. Et entre la lecture du jeune lecteur et celle de l'illustrateur, il doit y avoir du jeu. Du jeu, c'est le cas de le dire, parce que c'est quelque part un jeu que de chercher à décrypter entre les lignes d'un texte et entre le texte et l'image. Et c'est pour ça qu'on se régale de contribuer à sûrement fabriquer des lecteurs actifs, chercheurs, créatifs, et pas des gamins qui reçoivent comme ça, même de belles leçons humanistes, toutes faites, toutes cuites, pour qu'ils les répètent, pour qu'ils les resservent. Non, il faut qu'ils cherchent, qu'ils se construisent des repères, comme des petites lucioles sur le chemin. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'air, que ça respire entre le texte et l'image. Il ne peut pas y avoir de redites. Et donc ça, c'est un vrai travail.
Et avec des illustrateurs comme Zahu, comme Laurent Corvézier qui est présent, comme Pef, on fait aussi beaucoup d'échanges, de réflexions, de discussions. Les retours, c'est un peu un match de ping-pong. Et ce match de ping-pong, qui est celui qui se passe, je dirais, plutôt dans un esprit d'artisan et d'atelier, eh ben, j'espère qu'il donne à l'arrivée un projet riche, dense, et surtout un mot important pour moi à Rue du Monde, authentique et sincère. Alors il y a un petit C'est quelque chose problème. d'important avec les enfants. Il y a un petit problème à l'insert, c'est que j'entends Pef qui dit qu'il n'est pas d'accord. Ah, mais Pef n'est jamais d'accord avec le monde et c'est pour ça qu'on a besoin de lui. Non, mais ça, c'est la vie cachée, là. Vous avez de la chance d'être là parce que il y a des choses à dire quand même. Il y a vraiment des choses à dire. Parce que quand Alain Serre vous téléphone en disant « J'ai un projet sur le Troisième Reich, tu peux me faire la couverture pour dans 3-4 jours ?» Et là, c'est le génie d'Alain, ça. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui passe, il l'attrape et il la répercute. Et avec le texte de Didier Deninx, j'applique une méthode, moi, qui n'est pas habituelle, c'est-à-dire il faut que je tombe amoureux d'un texte. Je ne vais pas demander à Beethoven qu'est-ce qu'il a voulu dire dans cette 4e mesure 38 de la 3e page de son concerto. Je suis un interprète. Je ne peux pas avoir de relation avec Beethoven. Pour moi, mon dessin, c'est mon instrument de musique. Et j'ai cette musique-là qui est écrite sur une partition. Je vais la faire entendre et la faire voir surtout par mes dessins. C'est pour ça qu'il faut que je tombe en amour, comme on dit au Québec, avec un texte. J'ai jamais de relation avec le fameux Didier Deninx que je vois 3 fois par an. Non, je tombe en amour et là, je me sens libre. Voilà. On fait des couples libres, des couples livres. Voilà. Mais le travail d'Alain, il est aussi le travail d'un mécanicien. Il y a toute une partie qui m'échappe, c'est-à-dire que c'est un constructeur de livres. Alors, vous avez l'avis d'Alain Serre, vous avez mon avis. On peut peut-être aussi donner la parole à toi. Peut-être aussi avoir justement l'avis de Juliette Valéry, ça peut être très intéressant puisqu'elle a écrit notamment un roman pour les jeunes lecteurs d'une dizaine d'années et il est illustré et à sa demande. Alors pourquoi Juliette Valéry, là vous vouliez des illustrations dans un roman ? Justement, je voulais rebondir sur ce que disait Pef. Moi, il faut que je tombe en amour de l'image pour avoir envie d'écrire. C'est un moteur d'écriture. En étant auteur, je ne peux pas démarrer un texte sans avoir envie du visuel d'abord. Donc, tu disais, Raphaël, c'est valable pour le roman, mais c'est d'abord valable pour Patabule, qui est né d'une illustration. C'est le visuel qui a été le déclencheur. Et le roman, c'était un roman qui, pour nous, on l'a écrit à 2, ne pouvait pas exister sans être illustré. Et on a énormément insisté auprès de notre éditeur chez Actes Sud pour qu'il le soit. C'était pour nous capital et maintenant plus personne ne pourrait s'imaginer qu'il existe sans la partie visuelle. Donc c'est d'abord l'image qui vient créer le texte. Pour moi c'est un petit peu particulier puisque je suis la seule à représenter la dimension écriture ici, mais finalement le visuel est prépondérant. Aussi. Oui, pardon, bien sûr, évidemment. Non mais celle qui ne porte que ça malheureusement dans la pauvreté de ce que ça signifie, c'est-à-dire n'avoir que cette corde à mon arc. Alain cumule tellement de talents que c'en est... Bon. Après, par ailleurs, sur ce que tu disais, Alain, moi, c'est l'idée aussi que mon écriture va venir s'alléger pour faire la place à l'image. C'est-à-dire que c'est capital que l'écriture devienne comme un contrepoint du visuel et ne cesse, quand tu parlais de bégayer, pour moi, c'est aussi quelque chose de très important. C'est qu'en évoluant à travers le temps dans l'écriture, c'est arrêter de vouloir tout faire porter aux mots et de se dire que puisque le visuel est là, l'image est là, le texte doit venir en contrepoids mais ne doit pas essayer de tout porter parce que c'est une sorte de péché d'orgueil et en avançant dans l'écriture c'est ça, c'est se mettre dans ce dialogue-là et alléger les mots pour que le dialogue existe. Et là, on a un peu toutes les alternatives. C'est ça qui est bien quand on a du monde sur un plateau, parce que tous les deux, ils sont à la fois auteurs et illustrateurs, et c'est votre cas, Éric Veillé. Donc vous, c'est quoi le ping-pong qui se fait tout seul ? Oui. Ben justement, c'est assez marrant ce que j'entends parce que à la fois, moi, c'est à la fois les images
qui vont me donner un désir. Tout d'un coup, j'ai eu envie de faire un livre sur le grand méchant loup. Ça, c'est le bureau de Papa Perdu, mais il n'est pas là, c'est pas grave. En fait, c'est la forme noire du grand méchant loup qui m'a attiré. Et j'ai eu tout d'un coup un désir de jouer avec cette forme noire et un peu comme un caoutchouc, de la mettre dans différentes positions. Du coup, après, je me suis documenté sur tous les grands méchants loups dans l'histoire. Et ensuite, il y a aussi la sonorité des mots qui va me donner aussi envie de jouer avec les mots. Le grand méchant loup, en fait, il y a longtemps, il n'existait pas. Du coup, les enfants, ils s'ennuyaient parce qu'il n'y avait rien de grand ni de méchant. Et ensuite sont arrivés le grand méchant genou, le grand méchant trou, le grand méchant cheval. Et ils ont tous été oubliés parce qu'il y en avait un seul qui valait vraiment le coup, c'était le grand méchant loup. Et donc, à la fois, il y a ce désir de l'image qui va résonner en moi, qui va m'attirer. Et après, il y a cette envie de jouer avec les mots, de jouer avec le sens. Et les deux, parfois, cohabitent. Et parfois, c'est en faisant un dessin que ça va me donner envie de faire un texte. Ou parfois, c'est les mots qui vont attirer le dessin. Donc, les deux jouent ensemble, en fait. Et vous, Pef, c'est pareil? Est-ce que vous auriez écrit si vous n'aviez pas dessiné? Ah non, moi je suis bilingue. J'écris d'une main, je dessine avec l'autre et je gomme avec ma langue. C'est un numéro de cirque. Mais pour moi, l'écriture, c'est déjà du dessin. La première lettre de l'alphabet, c'est pas le A, c'est le O. C'est le jour où les premiers hommes ont vu se lever le premier lever de soleil, ils ont fait O. Bon, après, on a changé ça. Et en même temps, le dessin est une écriture. C'est une écriture sauvage, le dessin. C'est-à-dire que vous avez des lignes comme ça, et vous avez cette lecture erratique et merveilleuse, mais les deux sont intimement liés. Moi, j'adore les Bibles du 8e siècle, où les dessins ont une liberté religieuse extraordinaire. Vous avez des rats qui courent au bas des pages. Vous avez une Bible qui date de l'an 900. Il y a le mot fin, et en dessous, il y a un rat qui court, et il y a une bulle qui dit « c'est pas trop tôt ». Et je trouve ça merveilleux. Et moi, je suis plutôt tenté de donner un coup de chapeau à ces collègues qui nous ont précédés il y a plus de 1000 ans, quoi. C'est formidable, le dessin. Alors malheureusement, je crois qu'on est déjà obligé de s'arrêter. Je crois qu'on m'a dit 11h30. Peut-être on peut continuer encore un petit peu? Alors on m'avait dit de veiller à 11h30, alors j'obéis. Ah, on a encore 5 minutes. Bah, voilà. Bon. Alors on continue, tant mieux. Oui, non, moi je voulais réagir à notre ami Pef qui se plaint d'avoir 3 jours pour faire sa couverture de « Papa, pourquoi t'as voté Hitler ?» Vous comprenez, mesdames et messieurs, pourquoi elle est aussi ratée. Et parce qu'effectivement, en 3 jours, Pef ne réussit qu'à faire des bras en forme de croix gammée. On se demande pourquoi. S'il avait eu une semaine, je pense qu'il les aurait fait bien droit comme il faut. J'ai pas été à l'école de dessin, voilà. J'ai fait les bras gammés, c'est une nouveauté. C'est l'occasion de dire merci à Pef d'être aussi créatif. Dans ce livre, on voit ces jeunes nazillons manipulés. On ne dit pas que ce sont des marionnettes. On ne dit pas que ça influe sur leur corps. Mais lui, il invente ça dans son dessin. Il en fait des marionnettes qui portent en elles la croix gammée. C'est ça la force et le génie de Pef, c'est de savoir amener tout ce qu'il est dans un texte qui ne parle pas de lui, mais il réussit à se glisser dans tous les costumes et à nous épater à chaque fois. Merci Monsieur Pef. Et on va profiter alors du temps jusqu'au bout. Je voulais aussi avoir votre regard, et peut-être pas mal de personnes se disent aussi souvent que l'illustration jeunesse c'est forcément pour les tout petits. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est vraiment associé avec du tout petit, quoi, Je serai très bref parce qu'on n'a pas de temps. Mon lecteur le plus âgé, il s'appelle Jean Viacrose. Il est survivant de Dachau et il est tombé en amour avec un livre qui s'appelle Un violon dans la nuit sur les camps d'extermination. Je l'ai vu, il est bien vivant, il est à Tulle, il a 102 ans. Donc il n'y a pas de frontières
Alain? Oui, moi je crois qu'il n'y a pas d'âge quand on aime les mots et les images. Et j'ai envie de dire, puisqu'il faut bientôt terminer, merci à la Foire de Brive d'accorder autant de place au livre jeunesse désormais. C'est presque 80 auteurs, je crois, ou un peu plus, jeunesse, qui sont invités. On a vraiment besoin de ces relais parce que les médias nous oublient beaucoup, beaucoup, beaucoup. À part quelques petites lucioles là sur France Inter avec La Tulu mon petit loup, quelques bonnes chroniques dans la presse jeunesse, mais on est un petit peu seul dans le pays à se démener pour faire parler autour de nos livres. Donc merci à ce genre de manifestations qui finissent d'année en année à construire une vraie culture du livre jeunesse auprès du public. Alors vous allez être obligés de nous suivre encore pendant quelques années. Mais merci beaucoup. Et puis je vous rappelle de ne pas hésiter à aller voir toutes ces belles images, toutes ces belles illustrations à la médiathèque. Merci.